Marais. Super. Bonsoir donc à tout le monde, alors à tous, parce que si j'ai bien vu passer, on a un homme avec nous, Valentin. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'AMI, donc cette nouvelle version de format 2025. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Marmagne, je suis la gérante fondatrice d'AMI de formation, un organisme de formation en réflexologie périnatalité. On est basé dans les Hauts-de-France, en métropole lilloise, à Croix très exactement. Et donc, moi, je suis également formatrice au sein de l'AMI. Je forme en réflexologie périnatale sur les mémoires émotionnelles de vie prénatale, de naissance du cursus pro, et notamment cette formation en réflexo bébé affective aussi qui me tient à cœur. Et ce soir, eh bien, je suis accompagnée d'Isabelle Lefebvre. Isabelle, c'est notre formatrice, notamment en transgénérationnel périnatal. Mais à la base, c'est surtout une sage-femme. Elle a 40 années de sage-femme hospitalière derrière elle ou avec elle. 40 ans, diplômée le 27 juin 2025, très exactement. Donc, on y est presque. Et, euh, et Isabelle, elle a pas mal de particularités dans son travail de sage-femme. C'est qu'elle a toujours observé. Elle a observé les mamans, elle a observé les bébés tout fraîchement sortis, elle a observé les bébés qui venaient consulter pour enfin, des mamans et des bébés qui venaient consulter pour des difficultés d'allaitement, parce qu'elle est également diplômée en lactation humaine. Et c'est une sage-femme qui vient nous parler, la sage-femme, parce qu'il Il y y en a a que pas, il toi y en a qui en d'autres. parle. Oui, mais il y a que toi qui en parle de ça. Donc, Oui. c'est pour moi la sage-femme qui vient nous parler du modelage intra-utérin. Et donc, en observant le bébé, eh bien, en fait, on peut comprendre plein de choses, et notamment comment il était positionné in utero. Et au-delà de ces casquettes-là, eh bien, Isabelle, elle travaille en transgénérationnel, et elle a toujours cherché à comprendre, elle aussi, eh bien, ce qui se tramait derrière des difficultés d'allaitement, derrière des difficultés de grossesse. Et ce soir, eh bien, on va aborder plus spécifiquement cette fameuse question: comment le bébé nous parle-t-il des mémoires émotionnelles et transgénérationnelles? Mais avant d'aller aborder ce sujet-là, moi, j'aurais envie d'aller aborder un sujet peut-être un petit peu plus délicat, un petit peu plus épineux, parce que c'est bien joli de vouloir aller comprendre ce que le bébé nous raconte de son histoire à lui et de celle de sa famille. Mais quand le bébé ne vient pas, quand le bébé n'apparaît pas, ça veut dire que c'est foutu, on peut rien comprendre de notre transgénérationnel, qu'il y a pas de sujet. C'est quoi ton avis, toi, sur la question, Isabelle? Quand le bébé n'apparaît pas, ça veut rien dire? Ah, plein de significations. Donc bonsoir à tous. Ravie de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Quand le bébé n'apparaît pas, bien sûr que ça signifie plein de choses. Ça signifie, bien sûr, il y a des problèmes biologiques à résoudre et que la médecine accompagne très bien aujourd'hui. Ça signifie aussi peut-être que une problématique maternelle ou paternelle vient s'exprimer autour de l'absence de ce bébé qui en soi est un projet. Donc j'aime bien la rappeler toujours, on reconnaît l'arbre à ses fruits et parfois l'arbre il donne pas de fruits. Pourquoi il n'y a-t-il pas de fruits? Ça peut être des problématiques, alors quand même, il faut pas oublier, on en parlera Anne tout à l'heure, des problématiques qui sont directement liées aux parents. Hein. Il y a vraiment des raisons individuelles, à la fois biologiques, à la fois hormonales, à la fois physiologiques, qui n'autorisent pas une grossesse
spontanée, on va dire plutôt qui nécessite une grossesse accompagnée. Il y a aussi des problématiques psychologiques aussi qui font que certaines mamans ont du mal à accueillir la présence d'un bébé. Et puis il y a des problématiques de lignée. Quand on interroge l'absence d'un bébé, il faut pas, en transgénérationnel, on va parler de deux choses. L'enfant est un projet de, du couple, un projet de la famille ou des clans familiaux et un projet des lignées. C'est-à-dire que on peut en tant que couple avoir envie d'un enfant, mais l'arbre, lui, dans un premier temps, ne va pas l'autoriser parce qu'il existe des mémoires qui le traversent et qui nécessitent d'être réparées. Je vais par exemple vous citer des exemples qu'on rencontre beaucoup et qu'on accompagne aussi en maternité. Ce sont ces mémoires où il y a eu des décès d'enfants dans les lignées, des décès d'enfants en bas âge, des morts in utero, des problématiques de grossesse, des décès de mère au moment de la naissance des enfants, qui laissent des empreintes et qui peuvent pour un certain temps interdire la spontanéité d'une grossesse parce que ces mémoires demandent à être parlées, demandent à être conscientisées, mais moi je dirais plutôt nécessitent de mettre du sens et nécessitent d'être accompagnées dans le psychisme, dans l'émotionnel et dans le corps. Et là on se rejoint avec Anne qui travaille beaucoup sur le corps. J'ai coutume de dire que pour qu'il y ait une place pour un bébé, il faut qu'il y ait une vacuité psychique familiale liée aux lignées, une vacuité psychique des parents, mais aussi une vacuité psychique biologique et utérine qui accueille l'enfant. Il faut qu'il y ait de la place pour cet enfant et quelque part, les traumatismes des familles prennent la place de l'enfant et donc il n'y a pas de place pour ces bébés et pas de place pour une grossesse. Ouais, ça rejoint effectivement moi ce que je peux aborder en réflexo périnatal ou quand j'accompagne même en consultation hein, des gens qui viennent pour des difficultés de procréation. Ce que je cherche toujours à comprendre, c'est pourquoi, alors qu'on a tout le matériel pourquoi le corps est-il en train de dire non, avoir un enfant, ce serait dangereux. Et ça peut être dangereux pour plein de raisons, en fait. Hein. Ça pourrait être dangereux parce que dans le là tout de suite maintenant du couple conforme, eh bien, avoir un enfant, ce serait dangereux en réalité. Ça pourrait être dangereux au vu de la société dans laquelle on vit. Ça pourrait être dangereux dans, voilà, dans notre construction ici maintenant. Mais ça pourrait aussi être dangereux parce que mes mémoires d'enfant et de mon rapport, ça pourrait être dans ma fratrie, mais ça pourrait aussi être mon rapport avec mes parents. Le rapport a été dangereux, le rapport a été conflictuel, le rapport a été violent. Eh bien, ça pourrait faire que je ne vais pas réussir à procréer. Mais dans mon référentiel, ça pourrait également être lié à voilà, le frère d'une amie qui est né handicapé et j'ai vu la souffrance de ses parents et de ma copine avec ce frère handicapé. Et donc, quand on a un enfant, ça peut non pas révolutionner toute une famille, mais déséquilibrer, créer des blessures spécifiques. Et tout cet engramme, si j'ai pas travaillé dessus, eh bien, pourrait effectivement venir créer des difficultés de procréation. Au-delà du fait que, bah, pour moi, être enceinte, porter un bébé, c'est rejouer notre propre histoire de création. J'aime à parler de ce jeu de la maternité et de ce jeu de la parentalité. Le jeu de la maternité, c'est que lorsque je porte un bébé, je me retrouve face au bébé que j'étais dans le ventre de ma maman, mais c'est la création du monde, la création de toute ma lignée qui se rejoue en 9 mois. Et quand je mets au monde un enfant, je me retrouve face au
au bébé que j'étais dans la peau du parent que j'ai eu et qui n'est pas forcément celui que j'ai envie d'être. Et du coup, sur ce référentiel-là, à partir du moment où il y a eu un danger dans ces expériences, eh bien, le corps pourrait chercher à aller me protéger. C'est quoi, toi, ton avis, Isabelle, là-dessus? De toute Parce façon, il y a un jeu, une intrication entre le corps, le psychisme et les mémoires. Tu parlais de ça pourrait être dangereux par rapport à tout ce que tu as expliqué, mais ça pourrait aussi être dangereux de naître dans cette famille-là parce que je viendrais totalement la déséquilibrer, totalement créer une espèce de tsunami qui n'est pas attendu. Euh, Par exemple, je vais vous donner des exemples. Je nais fille alors qu'est attendu un garçon parce que je suis l'aînée et tous les premiers sont des aînés, sont des garçons parce que le mandat qui est fait à chaque premier-né, c'est d'être un garçon pour recevoir le nom, le patrimoine, être docteur, être mécano, etc. Voilà. Pour raison X, je nais fille, je suis fille. Comment puis-je incarner le projet de mes parents, inconscient ou conscient, en étant fille? Comment je vais m'inscrire en fille dans cette lignée, dans cet utérus et dans la vie de mes parents et comment je réponds à ce qu'ils me demandent? Parfois, l'enfant peut refuser. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. C'est Anne, hein, que moi j'avais compris un jour quand elle a dit l'enfant décide de venir aussi. Ça m'a soulagée par rapport à mes propres maternités. Mais il faut aussi que l'enfant puisse répondre et se sente en capacité de répondre au projet parental, mais familial, clanique, pour pouvoir s'incarner et exister. Et parfois, dans certains arbres, c'est tellement compliqué, la charge émotionnelle est tellement puissante sur les enfants ou sur l'enfant à venir, qu'en fait, ça stérilise l'utérus. Pour pas mettre en risque et pour pas générer un risque ni pour l'enfant qui ne répondrait pas au projet des parents et du clan, ni pour la famille qui serait mise en difficulté par cet enfant. Mais du coup, à partir du moment où on est en projet PMA, ça veut donc dire qu'on est en train de lutter contre contre le projet du clan, contre les difficultés? Première chose, un enfant ne naît jamais s'il ne doit pas naître. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés d'un accompagnement médical, s'il y a enfant au bout, c'est qu'il y a projet pour lui, de la Ça part veut du dire qu'il clan. est légitime, quoi. Il est légitime par sa naissance. Il est légitime par sa conception. S'il n'y a pas de place pour cet enfant-là, il n'y aura pas d'enfant. Donc la PMA vient accompagner physiquement le projet d'enfant et vient l'aider à s'incarner dans le biologique. Et on a une immense chance que ça puisse exister. Voilà. Ça n'enlève pas les difficultés à la naissance. Ça n'enlève pas la difficulté de ces grossesses-là parce que ce sont des grossesses qui sont à risque, pas forcément physiologique, mais qui sont à risque psychique. Oui. À risque psychique, c'est-à-dire? Alors, à risque psychique, là, c'est la sage-femme. Je reprends ma casquette de sage-femme. Ce sont des mamans. En fait, tout le projet tourne autour de la grossesse. C'est la réussite de la grossesse qui va compter au départ. Mais il n'y a pas forcément de projection dans l'enfant. C'est-à-dire que quelquefois, les enfants qui naissent, alors surtout quand c'est des PMA un peu qui aboutissent par exemple à des grossesses gémellaires, etc., où il y a deux enfants qui arrivent avec leurs problématiques un peu préma, un peu difficiles au niveau de l'alimentation, etc., ces enfants ne sont pas attendus à deux. Ce qui a été constaté, en fait, c'est qu'il y a une réussite de grossesse, mais l'investissement dans l'enfant se fait juste après. Tout le monde a réussi à être enceinte. L'équipe,
le père, la mère, la famille, tout le monde se réjouit, ça y est, la grossesse est réussie. Mais après la grossesse, il y a l'enfant et l'enfant en lui-même n'est pas toujours investi. Je vous donne un exemple, moi, de jumeaux, hein. Euh, Parcours PMA, la maman se retrouve enceinte, deux jumeaux, elle accouche à 8 mois, 36 semaines, hein, c'est des petits prémas, enfin c'est pas des prématurissimes, mais c'est des prémas. Césarienne en urgence pour extraire les deux bébés. Elle a jamais réussi à s'attacher à ses enfants parce que ce qui comptait, c'était la grossesse. Et tout le monde s'est réjoui de cette grossesse qui arrive à terme. Mais les enfants en soi n'ont pas été investis ni par la mère ni par le père. Le but, c'était d'être enceinte. Donc le risque psychique, c'est de ne pas pouvoir passer le cap de ça y est, je suis parent. Mais c'est aussi réactiver peut-être en soi des problématiques de père et de mère et de problématiques d'attachement, de problématiques de c'est quoi un enfant dans ma lignée, comment, là je vais parler transgénérationnel, mais comment sont accueillis les enfants dans ma lignée, à quoi servent les enfants dans ma lignée. C'est fort ça. À quoi sert l'enfant? À quoi sert l'enfant? Le projet sens dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quel projet l'arbre a pour cet enfant-là. Et quand ces enfants ne répondent pas à l'attente et aux projections inconscientes surtout ou conscientes des parents, je vous parlais, je suis née fille alors qu'on m'attend des garçons, eh bien on va générer des problématiques chez l'enfant. On peut avoir, je suis le vilain petit canard, personne ne m'aime. Je peux être un enfant de remplacement aussi, dans les projets sens. Je peux, voilà. Donc quand l'enfant ne répond pas au projet parental, a fortiori au projet du clan, on peut avoir un enfant qui va lui porter des boulets de non-acceptation, de non-confiance en lui, de non-estime de lui pendant peut-être toute sa vie. Il devra y travailler toute sa vie. Donc, la grossesse psychique pour moi, bien sûr, elle s'inscrit dans la grossesse de cette maman-là, mais elle résonne avec toutes les maternités précédentes de la lignée. Comment mon arrière-grand-mère, quand on parle transgénérationnel et qu'on monte un génosociogramme qui est l'outil de référence de la psychogénéalogie, on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents. Parce que c'est souvent là, jusque là où on a des informations, après c'est plus compliqué. Mais comment mon arrière-grand-mère était-elle femme? Comment était-elle mère? Quel a été le poids de la grossesse dans sa vie? Quel a été le poids des enfants dans sa vie? Ma grand-mère qui a hérité de cette arrière-grand-mère qui en fait ne voulait pas d'enfants au départ et s'est retrouvée avec 10 gamins dont elle n'a pas pu s'occuper, etc., s'est sentie délaissée et a dû prendre en charge tous ses frères et sœurs parce qu'elle était l'aînée. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience de cette grand-mère, de cette grand-mère. Et ma mère à moi, comment elle a vécu son attachement à sa propre mère qui, elle, n'a pas réussi à s'attacher correctement à sa mère, etc. Donc on a des cascades de difficultés d'attachement. Et en fait, quand on est enceinte, c'est tout ça qui vient résonner chez nous et qui peut encombrer le psychisme des mamans. Donc quand on dit on reconnaît un arbre à ses fruits, eh bien oui, c'est vrai. Et je pourrais dire on reconnaît un attachement aux autres attachements antérieurs qui ont existé dans l'arbre et à toutes les problématiques qu'ont pu vivre ces femmes à une époque, dans leur histoire personnelle, mais dans l'histoire collective, etc. Le psychisme d'une femme enceinte, au moment où elle attend son bébé, est perméable à tout ça. Oui, c'est ce qu'on voit dans les mémoires émotionnelles de vie Tout à fait. prénatale. Voilà, lorsque je porte un bébé, c'est la création du monde qui joue en 9 mois. Je me retrouve confrontée à ma propre histoire de gestation, à l'histoire de gestation de mes frères, de mes sœurs, de mes parents, de mes grands-parents. Euh, L'utérus est en lien déjà avec les mémoires héréditaires.
mais il va aussi être en lien avec les histoires des grossesses qui se sont passées dans cet utérus avant même que moi je vienne m'y loger. Et quel que soit, eh bien, tu le disais tout à l'heure, le terme jusqu'auquel est allée la grossesse précédente. En fait, quand on attend un bébé, quand on est prête à l'accueillir, on est en lien avec tous les événements, tous les vécus et en particulier toutes les blessures émotionnelles et les traumatismes émotionnels qui ont un lien avec la grossesse, la naissance et la place de l'enfant. Alors quand je dis la place de l'enfant, c'est pourquoi tu es né. Est-ce que tu es né pour t'occuper de tes futurs frères et sœurs? Est-ce que tu es né pour récupérer l'entreprise familiale? Est-ce que tu es né parce que juste un an avant, on a perdu ton frère ou ta sœur aînée, tu nais à la même époque, donc tu es là pour le remplacer? Est-ce que tu es né... voilà, en fait, ça questionne la place de l'enfant et ça questionne la fonction de l'enfant. Et ça fait écho à toutes les histoires antérieures. En fait, même nous, nous sommes le fruit de nos prédécesseurs. Et pour moi, le transgénérationnel allié à la périnatalité, c'est honorer tous ceux qui nous ont précédés et aussi toutes les histoires de nos mères précédentes. Hmm. De nos mères et de nos pères, Alexandra demande, mais avec les grossesses de maman du futur papa également, donc la lignée paternelle, évidemment, on est deux à concevoir un Tout bébé. à fait. Le bébé, il va être conçu parce qu'il y a un spermatozoïde et il y a un ovocyte qui sont porteurs et l'un et l'autre du patrimoine génétique et épigénétique de chacun de leurs propriétaires. Donc, effectivement, il va y avoir des résonances qui vont être plus forte dans la lignée maternelle du fait que cet ovocyte qui va donner le bébé, sa racine, son origine, c'est lorsque la mère était dans le ventre de la sienne. Donc c'est beaucoup plus loin. Là où le spermatozoïde a tout au plus 21 jours dans les testicules de son propriétaire d'origine. Donc il va porter certes l'histoire familiale, mais il est pour moi, porteur de l'histoire telle qu'elle a été racontée, pas nécessairement telle qu'elle a été vécue. Là où nous, femmes, avec l'origine de notre ovocyte, eh bien, c'est comme si nous étions à la fois porteuses de l'histoire qui nous a été racontée et de l'histoire telle qu'elle a eu réellement lieu. Pour répondre à Alexandra par rapport au père, il est bien évident qu'il faut un père et une mère, enfin un spermatozoïde et un ovocyte pour concevoir un bébé, et que quelquefois les infertilités sont d'origine paternelle, sont d'origine dans les lignées paternelles. J'avais vu ça dans un exemple où sur plusieurs générations, on avait eu des disparitions paternelles quasiment à la naissance des enfants. Du coup, l'enjeu était si je mets au monde un enfant, je risque. Donc, c'est le papa qui se posait la question, parce que c'est lui qui était là. Il disait, en fait, une de ses questions, c'est si je conçois un enfant avec la femme que j'aime, est-ce que je ne suis pas à risque de disparaître, moi? D'accord? Donc, quelquefois, vous avez des échos dans les infécondités, dans les infertilités, qui ne sont pas de la lignée maternelle, mais qui sont des questionnements où, moi j'ai l'habitude, j'ai tendance à dire qu'il y a des contrats qui sont faits à un moment donné, c'est si je conçois un enfant, est-ce qu'il aura un père ou est-ce que le père va disparaître? Parce que dans ma lignée, les pères disparaissent à la naissance des enfants. Voilà. Donc, bien évidemment, quand on fait un travail en transgénérationnel périnatal, on va aller interroger les deux lignées, des deux côtés, pour pouvoir, enfin, donner du sens à ce qui se passe. Parce que parfois, on n'a pas d'explication, mais on donne du sens. C'est ça, c'est quand ça résonne en soi et qu'on arrive à donner du sens, qu'on peut
et bien peut-être redevenir un peu plus fertile, si j'ose dire, parce que l'énergie recircule, et donc si l'énergie recircule, elle laisse la place à un projet. Voilà. Donc pas oublier les pères, bien évidemment, bien évidemment. Oui, et puis même sur, voilà, tu parlais du transgénérationnel périnatal, mais même sur les mémoires émotionnelles, hein, que ce soit vie prénatale ou naissance, l'histoire du père et ce que lui porte de sa lignée est de toute façon déjà clairement visible et identifiable. Et le bébé les a bien choisis tous les deux. Il a bien choisi cette maman, ce papa et leurs histoires respectives, aussi rocambolesques qu'elles puissent être, parce que c'est ce dont il a besoin, justement pour devenir qui il doit être, qui il est foncièrement. Mais c'est tout un chemin. Et du coup, si effectivement il y a un bébé qui arrive, le bébé naît, ou avant qu'il naisse, les difficultés de grossesse, est-ce que ça vient aussi nous parler des mémoires émotionnelles transgénérationnelles dans les difficultés rencontrées, dans les naissances instrumentalisées, dans ses premières heures de vie? Alors ça, ça c'était, c'est très compliqué comme question pour répondre. Alors, par exemple, les pleurs. Pour moi, j'ai toujours, et pour l'avoir en plus constaté à plusieurs reprises dans les consultations, c'est que souvent les pleurs du bébé traduisent peut-être ses propres problématiques, mais sont aussi un reflet où, moi j'avais appris, le bébé qui pleure, pleure ce que sa mère n'a jamais pu pleurer. Voilà. Mm. Et pour moi, le bébé est un petit clinicien. C'est-à-dire qu'il peut à la fois exprimer peut-être des problématiques transgénérationnelles, mais c'est plus compliqué à détecter. Je pense que c'est pas la priorité, en tout cas sur la naissance d'un enfant, ça c'est sûr. Mais ça peut venir expliquer ou exprimer des problématiques liées à la mère ou au vécu de la mère petite, bébé, etc. Alors du père probablement, mais c'est moins évident dans les 3-4 premiers mois parce qu'on a un bébé qui est vraiment fusionnel par rapport à sa maman. Ça me paraît évident. Un bébé qui ne mange pas, parce que ça c'est mon dada, les troubles de l'alimentation et de l'oralité, euh, pour moi, peuvent être une problématique. Hein. Ben, aujourd'hui, on sait que au niveau scientifique, on sait que par exemple des problématiques alimentaires chez les parents peuvent favoriser l'émergence de problématiques alimentaires chez l'enfant. Donc il y a des transmissions, oui, et n'oublions jamais aussi que les troubles alimentaires, l'enfant ne se nourrit pas uniquement de lait, il se nourrit aussi de toutes les transmissions qui viennent autour de lui. Donc les transmissions émotionnelles, les transmissions transgénérationnelles, mais là c'est plus compliqué à aller chercher, il faudra aller chercher plutôt, c'est pas la priorité là, mais oui, bien sûr que tout ce que traduit le bébé dans son comportement est en lien avec, bien sûr, ses problématiques à lui, mais peut-être aussi les problématiques de ses parents. Voilà. Donc ça nécessite d'aller fouiller. Par exemple, moi, quand je recevais des bébés pour des consultations de lactation, j'observais tout le temps, par exemple, la façon dont le père ou la mère ou les deux portent l'enfant, qui s'occupe de qui parle à la place de qui dit quoi, comment le bébé se positionne, parce que tout ça, c'est un reflet de ce qui se passe dans l'énergie de la famille. Et n'oubliez pas que nous sommes père ou mère, souvent en référence à nos propres parents. D'accord? Donc, quelquefois, que ce soit en adhérant à ce qui nous ont transmis comme éducation ou que ce soit complètement à l'inverse, nos modèles restent ceux-là dans nos paternités, nos maternités. Donc, il y a des choses qui passent à ce moment-là, bien évidemment. Et le bébé, lui, dans son corps, va venir l'exprimer. Donc, dans les 3 premiers mois, c'est plus dans ces problématiques physiques. Le psychique et les troubles qu'on pourra retrouver beaucoup plus tard, comme
tout ce qui est les troubles du comportement, les troubles mentaux, etc., traduisent une autre problématique. Certains auteurs mettent en lien certaines pathologies mentales de l'enfant avec, par exemple, des problématiques d'inceste et de climat incestuel dans les familles, par exemple. Il y a des pistes de recherche qui sont faites aujourd'hui et qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on voulait savoir jusqu'ici. Donc, l'enfant est un clinicien. L'enfant met en image ce que les parents ne disent pas et il les met en image dans son corps. Ça veut donc dire que pour pour accompagner au plus juste les enfants, les bébés, il y a une importance de se connaître soi et connaître d'où l'on vient pour savoir finalement qui l'on est et ce que le bébé nous dit. Oui, c'est de donner du sens aux symptômes. Un bébé ne dit jamais alors je ne veux pas parler de symptômes, mais tout comportement chez un nouveau-né, chez un enfant, il ne le fait pas pour rien. Il vient nous dire quelque chose. Il nous parle de par son corps, il nous parle par son comportement, il nous parle par son comportement d'adhésion ou de retrait, il nous parle. C'est à nous à comprendre. Nous, on ne comprend pas le langage des bébés, mais pourtant, ils nous parlent tout le temps. Donc, il faut les regarder, Et quelquefois, ça s'arrête pas au comportement du bébé, à la relation mère et père-bébé, ça peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. En sachant quand même que en maternité, quand les mamans venaient me voir pour un problème de lactation, je leur parlais pas du transgénérationnel parce que c'était pas le lieu. Mais ça m'est arrivé quelques fois et c'est toujours très intéressant. Oui, oui, on a eu des Quand même. situations, notamment d'inceste où vraiment c'est le point de départ, ça a été une problématique d'allaitement en fait, qui a fait qu'on a déroulé la pelote. C'est un peu ça, hein. On a tiré sur un fil et on a déroulé la pelote pour que cette maman puisse exprimer au travers de ses craintes vis-à-vis de son bébé, en fait, tout ce qu'elle avait reçu du transgénérationnel et tout ce qu'elle avait conscientisé au moment où elle a été enceinte. Donc, oui, regardons les bébés et regardons les mères parce qu'ils nous parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, c'est pas, en tout cas pour moi, ça n'a jamais été, tant que je faisais pas de transgénérationnel, dans une consultation de sage-femme, je ne parlais pas d'emblée du transgénérationnel. Ça venait au cours de l'entretien si c'était nécessaire. Et sur la naissance en tant que telle? Ta question, c'est quoi? Eh bien, sur la naissance en tant que telle, toi, en tant que sage-femme, est-ce que dans des difficultés au moment de la naissance, tu as pu voir du transgénérationnel ou des mémoires qui venaient se réactiver? Je pense, Alors moi j'ai vu du transgénérationnel en physique, où j'ai vu deux grands-mères se disputer l'entrée de la salle. mais non! Si, elles étaient devant la salle et elles se faisaient non, toi, non, moi, non, mais je vais y aller la première. Non, mais c'est à moi d'y aller. Donc oui, donc là je me suis dit, oh là, ça va être chaud, pauvre loulou. Oh, Oui, voilà, oui. avec Là, des poignées de cheveux en moins et tout? elle se chipotait pas parce qu'elle faisait partie quand même d'une société plutôt Ok. voilà. Donc mais elle se chipotait à savoir qui des deux aurait le droit de rentrer en première. Et là déjà, moi je me suis dit oula, oula, c'est compliqué, c'est compliqué. Hmm. Ensuite, oui, bah vous avez des familles de césariennes par exemple. Vous avez des familles où la grand-mère a une césarienne, les filles ont eu des césariennes, et les petites filles ont eu des césariennes. Comme C'est la si, loyauté de la César. peut-être, ou comme si c'était aussi point de salut sans médecine, Hmm. où c'est le besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervienne pour pouvoir sauver un enfant, ou ou les petits. Alors bien sûr, les problématiques des petites filles ne seront pas les mêmes que celles de la mère ou de la grand-mère. Problématique des petites filles, c'est peut-être d'être loyale à une grand-mère.
pourquoi pas. Problématique des mères, alors en particulier parce que en l'occurrence c'était des césariennes acrobatiques où il y a eu une problématique de survie de la mère et de l'enfant. Donc peut-être que moi je ne peux pas accoucher normalement parce que je risque de perdre mes enfants, donc j'aurai une césarienne en réponse aussi au risque mortel que la mère et l'enfant ont vécu au moment des grands-mères. Voilà, il y a des choses comme ça. Après, mais là, on est plus dans ton domaine, Anne, sur les accouchements très rapides, sur ces accouchements en boulet de canon, là où les bébés arrivent à toute blinde. Ça fait des bébés surpris et qui ont des problèmes de succion, souvent d'ailleurs après. Voilà, ou des Ah, extractions. ouais, Oui, oui, il y a des lignées. ouais. Il y a des Ouais, lignées aussi, hein, s'inscrivent aussi, excuse-moi, je te laisse la place après. Il y a aussi des lignées où clairement on retrouve des problématiques de grossesse, soit des problématiques de mère décédée en couche, soit des problématiques d'enfants décédés suite à un accouchement, voire les deux. Avec ce que ça peut entraîner ensuite comme peur d'avoir des enfants. Oui. Et là, on peut aussi avoir peut-être une hypothèse liée à une infertilité, par exemple. C'est trop dangereux de mettre un enfant au monde, c'est à risque de ma vie ou de la sienne. Est-ce que je m'autorise à porter un bébé si je le porte à la mort? Voilà. Quand il y a des traumas très importants comme cela dans des familles, il y a des contrats qui sont faits. C'est-à-dire plus jamais je n'accoucherai parce que accoucher c'est perdre mon enfant, c'est terminé. c'est trop C'est difficile. trop difficile et ça se transmet. Et du coup, au bout de peut-être pas alors la première génération est celle qui passe le contrat, la deuxième génération, quelquefois elle passe un peu à l'as, mais voilà, elle a engrammé le programme et la troisième génération ne fait pas d'enfants. Trop dangereux d'avoir des enfants. Il y a, il y a Audrey qui demande comment accompagner un bébé avec un trouble de l'oralité. Là, moi, j'ai envie d'orienter sur le 28 avril direct. Oui. Voilà, le 28 avril, on aura un autre webinaire avec Isabelle, lundi 28, même horaire de 20h à 21h30, avec une demi-heure, voilà, avec une liberté sur les questions et avec justement comme thématique l'oralité et les troubles alimentaires chez le nouveau-né et le nourrisson. Donc, Audrey, il faut revenir au prochain épisode, j'ai envie de dire, pour vraiment aller aborder ce sujet-là. Et Mathilde demande, et le déclenchement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sans que ce soit dans une lignée de déclenchement? Est-ce que le bébé a choisi de naître par déclenchement? Pour moi, il a toujours choisi. Il choisit, même si en tant que mère, ça nous enquiquine très très fort. Euh, le bébé va choisir sa maman, son papa, le contexte de gestation, même si c'est apocalyptique. Il va choisir ce contexte de l'humanité, même si c'est ah, mais pourquoi à ce moment-là? Et il va aller choisir ou avoir besoin de ce type de naissance-là. Et pourquoi? Un déclenchement, mais ça peut être pour plein de raisons et en fait, c'est dans le déficelage qu'on va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir beaucoup de déclenchements qui sont réalisés pour sécuriser, pour protéger, parce qu'il y a aussi moins de personnel soignant, il y a aussi cette réalité-là et que du coup, le déclenchement va permettre à ce qu'il y ait les équipes médicales qui soient présentes. Factuellement, c'est une réalité. Mais pour autant, pourquoi c'est ce bébé-là qu'on déclenche? Pourquoi lui n'a pas envoyé le signal au corps de la mère? Eh bien, une fois qu'il est né, on pourrait se rendre compte qu'il avait un cordon. On pourrait se rendre compte qu'il était mal positionné ou que à un moment donné, il est resté bloqué, il y a eu besoin de l'intervention d'un soignant pour aller le sécuriser lui et sécuriser aussi sa mère. Donc, le fait que ce soit médicalisé peut être une réponse, eh bien encore, à un accouchement risqué
ou dangereux ou traumatique, que ce soit la grossesse précédente, que ce soit dans l'histoire de la mère ou du père, ou dans le transgénérationnel. Pour moi, le déclenchement, voilà, j'irai chercher derrière ça. Il n'y a pas que ça, hein, mais notamment Alors, pour répondre à ta question, Mathilde, je te poserai la question de savoir pourquoi ça te dérange le déclenchement. aussi. Et quelquefois, c'est aussi à quoi correspondent les dates entre la date qui était déterminée et la date qui a été choisie pour le déclenchement. Quelquefois, par exemple, dans les prématurités, tu peux avoir des enfants qui évitent de naître à une date qui, dans l'arbre, a une signification particulière. Et du coup, ils vont naître très intelligemment. Une semaine, c'est encore un peu juste, mais 15 jours avant, quoi. Parce qu'ils auront choisi cette date-là. Donc, peut-être d'aller regarder si tu as des notions de date, si la date du déclenchement ne correspond pas à quelque chose. Je dirais la date du déclenchement et la date à laquelle était prévue la naissance. Pourquoi ce bébé a-t-il évité cette date-là? Ouais, très juste, très Alors, intéressant. pourquoi y a-t-il un problème de succion avec un accouchement rapide? Eh bien, c'est Tu le peux- thème du prochain Enfin, webinaire. faut revenir au suivant, Émilie. Pourquoi beaucoup de bébés, pareil, ont tourné la tête tournée vers le haut? Ça fait aussi partie des formations qu'on peut donner, dont on parlera peut-être tout à l'heure, sur justement tout ce qui est modelage, la naissance du bébé, les contraintes tissulaires, etc. Je sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, Anne. On pourra aller Ouais. aborder, C'est mais très particulier, mais c'est plutôt le thème de la prochaine fois. ouais. Mathilde, tu dis, je préférais la date à laquelle il devait naître de base et il est né à une autre date que je ne voulais pas. Ah, et ben Ben voilà. justement, c'est bien là tout le sujet. C'est parce que il vient pointer du doigt, en tout cas c'est ma lecture, il vient pointer du doigt que c'est justement ce sujet-là qui va être à travailler. L'enfant vient, mais il vient nous montrer la voie. Et la maman pourrait aussi se dire, ah, mais c'est super, j'ai de la chance, il est né exactement au moment où moi je le souhaitais. Ça veut dire qu'il est sage, lui, hein. C'est référence à qui, à quoi au-dessus. De la même façon, sur une date ou un prénom, hein, Tout à fait. qu'on va choisir sans même savoir qu'en fait, la grand-tante Simone, qui a vécu cette grande histoire dans la famille, eh bien, effectivement, c'était bien elle. C'était pas son prénom, Simone. C'était son deuxième prénom et le premier est celui de l'enfant. Donc la date, Mathilde, elle avait une signification pour toi, tu y attachais une certaine importance et le bébé t'a dit, ben, je vais faire Ben autre non. chose, quoi. Parce que j'ai ma propre personnalité. Voilà, après c'est juste comme ça un truc à l'emporte-pièce, il faudra aller, voilà. Mais je pense que la date, elle était importante pour toi. C'est coquin, hein, ils font un peu comme ils veulent, hein. Ouais, ils passent leur temps à nous donner des leçons, ces bébés-là. C'est une thérapeute du Nord qui disait euh, les enfants nous élèvent, on éduque les enfants et eux nous élèvent. Et c'est tellement juste. Tout à Ils fait. nous portent, ils nous permettent vraiment de grandir. Et toutes les difficultés auxquelles, pour moi, on va être confronté avec eux, que ce soit en termes de symptômes physiques ou de comportement, ça vient nous parler justement de ce qu'on n'a pas envie de voir. L'enfant est une éponge, le bébé est une éponge émotionnelle et il va aller s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve. Et si dans l'environnement, eh bien, on met un couvercle sur la casserole pour ne pas voir ce qui est inconfortable, ce qui est désagréable, eh bien, c'est l'enfant qui va aller faire jaillir
cette cocotte minute pour que nous n'ayons pas le choix que d'aller regarder en face ce qu'il y a à travailler. Isabelle, tu me disais tout à l'heure en off que on est nombreux dans le lit Oui, lorsqu'on va concevoir. oui. Tu vas passer le petit dessin. Préparez-vous, ça va être choquant. Attention, attention. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsque on a un souhait d'enfant, un désir d'enfant, en fait, vous n'êtes pas seul dans le lit. C'est beaucoup, C'est beaucoup plus dégoûtant. compliqué que ça. C'est-à-dire que ces injonctions ou ces projections, elles arrivent des deux flux, c'est-à-dire du flux paternel et du flux maternel, et que quelquefois, enfin souvent, ou tout le temps, l'enfant est la résultante de la rencontre de deux personnes, mais de deux lignées. Et donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que l'enfant, par exemple, je vais répondre à Mathilde, il a peut-être choisi de la date à laquelle il est né parce que c'était peut-être son côté je m'affranchis de ce qu'on attend de moi, au moins pour ça. D'accord? Donc, ce n'est jamais anodin dans les génosociogrammes et les rencontres que j'ai dans les lignées, les arbres se répondent les uns les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problématiques dans un arbre qui vont être compensées par les problématiques de l'arbre du conjoint ou de la conjointe, par exemple. Il y a des effets miroirs ou des effets ping-pong d'une lignée à l'autre, et qu'en réalité, peut-être que le projet d'enfant, c'est je veux dire, c'est quand le ping-pong a fini d'être discuté et qu'enfin on peut concevoir et incarner un enfant. Mais quelquefois, la partie de ping-pong, elle peut durer longtemps parce que les injonctions des deux côtés sont peut-être incompatibles à certains moments. Et c'est là où on peut faire des miracles avec la PMA, par exemple, où la PMA va autoriser l'incarnation de cet enfant-là. Mais ça peut prendre énormément, énormément de temps. Et aussi, j'insiste aussi sur le fait que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne, il y a des projets de grossesse, c'est-à-dire que dans l'arbre, il autorise la grossesse, il n'autorise pas forcément la naissance de l'enfant. Ça veut dire simplement que si dans cette partie de ping-pong, il est décidé, alors je caricature, c'est forcément beaucoup plus subtil, mais il est décidé que le chemin vers la grossesse est important, mais que ce n'est pas l'enfant qui va compter, ou qu'il n'y a pas réellement de place pour l'enfant, ça va être le chemin qui va devoir être traversé pour donner du sens aux problématiques et peut-être pour nous faire grandir et autoriser une grossesse peut-être plus tard. Ouais, c'est toute la difficulté des fausses couches, des pertes. Euh, Quand on aborde ce sujet-là sur les mémoires émotionnelles, j'aime à rappeler cette expérience qu'on a tous fait à l'école primaire avec un pot de yaourt, du coton imbibé d'eau et des graines de lentilles. Et on a vu que certaines graines eh bien, commençaient à pousser, à germer, quand d'autres stagnaient. Il y a des graines qui ont donné des belles plantes, j'ai envie de dire, et d'autres, on n'a même pas eu le temps de voir que la lentille avait commencé à germer, qu'on a jeté le pot à la poubelle. Et en fait, ça, c'est, c'est la réalité de nos petites graines d'êtres humains, mais qui sont similaires à toute graine d'êtres vivants. Alors, c'est acceptable qu'une maman oiseau jette un œuf au-dessus du nid parce qu'elle sait instinctivement que cet œuf n'était pas viable et n'aurait pas pu donner un petit oisillon. Mais dans nos difficultés de procréation, eh bien, les pertes de bébés, les pertes d'embryons, les fausses couches précoces, tardives, eh bien, ça reste et ça demeure une catastrophe. Alors c'est une catastrophe, évidemment, hein. L'idée n'est pas d'aller minimiser ça, mais de comprendre, comme tu viens de le dire, Isabelle, que
bah, c'est peut-être l'expérience et le chemin d'expérimentation que cette non-incarnation, je dirais, permet à l'arbre. Et c'est là tout l'enjeu et toute l'importance de ce que ça permet, de comment ça permet de grandir. Puis quelquefois, quand il y a ces fausses couches à répétition, tout ça, c'est que ça peut renvoyer à l'expérience d'une grossesse ou d'une naissance dans le même rang, à des étages supérieurs, avec un gros trauma, et que du coup, on s'autorise pas à concevoir un premier enfant, par exemple, parce que tous les premiers enfants sont difficiles et parce que dans les mémoires, il y a eu des problématiques de premier enfant. Donc on va aller chercher un conjoint qui aura deux enfants. Parce que du coup, on n'aura pas un premier enfant. En fait, ce sera le troisième enfant. On décale. Ou peut-être que à la place de ce premier enfant, on aura une fausse couche qui va autoriser ensuite la naissance d'un autre enfant. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est intéressant d'aller faire ce travail parce que ça donne du sens à des événements qu'on va vivre, nous, dans nos maternités et dans nos corps de femmes, et on peut trouver quelques réponses sur des étages supérieurs. Pour répondre à Cindy, pour la cholestase gravidique, les problématiques de grossesse, c'est compliqué parce que, sauf si elles se reproduisent de génération en génération, c'est-à-dire que s'il y a une première génération de cholestase, une deuxième génération de cholestase, on peut en parler. Si c'est un épisode unique, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'il y a des pathologies de grossesse comme le diabète. Le diabète gestationnel, il peut être en lien avec des mémoires d'exil ou de rupture avec la terre maternelle, etc. Mais la recherche, elle n'est pas encore beaucoup faite là-dessus, donc je vais rester extrêmement prudente. Par contre, je suis sûre que Anne, en tant que réflexologue, elle va peut-être pouvoir répondre sur la toxémie, la cholestase gravidique, c'est en rapport avec un dysfonctionnement du foie, en sachant que la problématique des grossesses, c'est vraiment la grossesse qui génère la pathologie. Donc c'est difficile de trouver une explication transgénérationnelle. En tout cas, je m'y emploie et je fais des recherches. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas encore très exploré. Moi, dans mon approche en réflexologie périnatale, plus exactement qu'en réflexologie à proprement parler, en réflexologie périnatale, pour moi, les pathologies de grossesse, les symptômes de grossesse viennent nous parler d'émotions refoulées. Et effectivement, la cholestase gravidique, on est au niveau du foie. Et le foie, le foie, on connaît l'énergie du foie avec la dimension de colère, sauf que c'est assez réducteur. Il n'y a pas que ça derrière, dans les émotions refoulées qu'il pourrait y avoir. Ça vient nous parler du manque, ça vient aussi nous parler du contrôle, de la difficulté à lâcher prise. Ça peut venir nous parler du manque de ce que je considère comme être vital pour moi. Mais l'élément bois, qui fait référence, donc qui est relié au foie et à la vésicule biliaire, euh, l'élément bois, c'est également... Ah, ouais, pardon. L'élément bois, c'est également relié au début de la conception. Donc, dans ces pathologies, moi, j'irai regarder, eh bien, c'est quoi le projet de bébé? Comment on a vécu le début de la grossesse. Et puis, tout ce qui va de toute façon être émotion refoulée sera également à aller observer. Et si je suis sur un terrain personnel de non-écoute de ma propre colère, de mes propres émotions, de la situation dans laquelle je vis depuis ce début de grossesse, eh bien, tout ce que je vais refouler, c'est mon foie qui va le prendre. Donc, voilà, émotionnellement, on pourrait aller jeter quelques coups d'œil. Après, d'un point de vue plus physiologique en tant que tel, si on est déjà sur un cumul
de pathologies à la base, type polyarthrite rhumatoïde, des difficultés, s'il y a eu des difficultés de procréation et du coup qu'il y a eu beaucoup de traitements médicamenteux, c'est aussi au niveau du foie que ça va aller se loger. Donc à un moment donné, un trop plein de toxines, il faut que ça sorte. Voilà. Donc, il y a plein de choses à aller, à aller observer, mais on n'est pas nécessairement sur du Ouais. transgénérationnel. Moi, je vais plutôt aller voir sur de l'émotionnel. Et sur l'émotionnel du là tout de suite, mais aussi la référence à sa propre histoire de gestation à elle, à cette maman. Comment elle-même, elle a été accueillie dans le ventre de sa mère, comment sa mère avait vécu cette grossesse, et puis à quel rang elle se place. Que ce soit elle dans sa propre fratrie ou que ce soit son bébé dans la fratrie. Parce que chaque rang va résonner. Les rangs vont résonner les uns avec les autres. On ne va considérer que 3 rangs dans une fratrie, c'est-à-dire que les premiers, quelle que soit la génération, vont résonner avec les 1, les 2 vont résonner avec les 2, les 3 avec les 3. S'il y a plus de grossesse ou plus de bébés, le 4e va aller résonner avec le 1. Et ainsi de suite. Ce qui signifie que cette problématique physique, eh bien, pourrait aussi parler de ce rang chez ce bébé. Si c'est un 2e, c'est quoi l'histoire des 2e grossesses? Et peut-être que là, eh bien, on tomberait sur une fausse couche, sur une expérience malheureuse, sur une IVG, sur une IMG, sur quelque chose qui n'a pas été dit. C'est l'une des possibilités, il n'y a pas que ça non plus, hein. C'est un exemple. Oui, je pense qu'il faut rester prudent sur comment on appelle ça, sur les problématiques de la grossesse, parce que C'est les du cas par pathologies cas. de la grossesse expriment déjà quelque chose en lien avec la gestation. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment à réfléchir. Voilà. Donc, j'y réfléchis. Cécile, merci pour cette phrase. Le bébé pleure ce que la maman n'a pas pu pleurer. Je comprends mieux pourquoi il a tant pleuré, même si je m'en doutais un petit peu. Ouais, avec plaisir. Non, il y a 18 ans, on ne parlait pas trop de ce genre de choses. Et un bébé n'est pas un bébé capricieux. Moi, ce que je dis par rapport... Jamais. 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 Le bébé, c'est une boule d'amour. Moi, par rapport aux pleurs, ce que je dis souvent, c'est que le bébé qui va pleurer, là, qui a quelques jours, quelques semaines, euh, comment on l'a laissé exprimer, comment il a vécu son arrivée sur notre terre. Parce qu'on demande à la maman le récit de naissance, comment ça s'est passé, comment s'est passé votre accouchement. Mais à aucun moment, on va aller demander au bébé, et toi? Et toi, comment tu l'as vécu? Et ces pleurs peuvent aussi aller exprimer la manière dont il a vécu son arrivée, les peurs qu'il a pu avoir, les sensations douloureuses, l'accueil, le froid, la rapidité à laquelle il est arrivé sur cette terre. Et quand vous avez un bébé qui pleure, moi, souvent ça m'arrive en consultation, le bébé qui pleure quand la maman est en train de raconter comment s'est passée la naissance, je regarde toujours ce bébé, je me dis, mais et oui, et toi? Et toi, comment tu l'as vécu? Ta maman est en train de raconter comment elle l'a perçu, mais et pour toi, ça a dû être compliqué. Qu'est-ce que tu peux être fier de toi? Tu as réussi. Et en fait, de les prendre en considération, ils s'arrêtent de pleurer. Parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Oui, je rajouterais peut-être que parfois, en fonction aussi des vécus avant, un bébé qui pleure est un bébé vivant. Complètement. Donc, du coup, peut-être qu'il fait son taf. Pareil, parfois, on peut aussi s'interroger sur les enfants hyperactifs. Est-ce qu'il n'y a pas eu des morts in utero plus haut?
Parce que un bébé qui est hyperactif, un enfant qui est hyperactif, c'est un bébé qui bouge, c'est un enfant qui est vivant. Et ça, Et c'est comment juste le témoignage d'une dame qui m'a dit, mais moi, je suis contente, il bouge tout le temps, parce que c'est posé là, à un moment donné la question de la ritaline, etc. Et elle expliquait que dans sa grossesse, elle avait eu une mort in utero dans ses grossesses précédentes et qu'elle a passé son temps à bouger son bébé in utero, c'est-à-dire qu'elle secouait son ventre en permanence pour se rassurer qu'il bouge tout le temps. Bah, le bébé, lui, il a bien compris que pour rassurer sa mère, il fallait qu'il bouge. Alors il bouge. Bon, à un moment donné, ça finit par agacer, mais il fait son taf. Ouais. C'est des bébés que j'ai, moi, en réflexo bébé affectif, du coup. Enfin, des bébés ou des enfants, parce que les parents ne supportent plus. Et en fait, tant qu'on ne vient pas réinformer dans le corps ce qui s'est cristallisé dans un espace-temps, eh bien, on va continuer à fonctionner selon, eh bien, ce qui était rassurant à une époque. Et donc, que ce soit des bébés ou des enfants, ils peuvent effectivement venir nous parler de cet engramme. Parce que cet engramme émotionnel, transgénérationnel, bah, c'est quand même ce qui fait qu'on est en vie. Et comme c'est hyper rassurant de se sentir vivant, eh bien, on va aller rechercher inlassablement notre empreinte primale qui n'est basée que sur des émotions qu'on a ressenties et qui bien souvent ne sont absolument pas les nôtres. Angie demande, je me demandais qu'est-ce qui n'avait pas été compris, écouté, intégré par la femme qui a eu ces différentes grossesses, sur ces différentes grossesses, pardon, les mêmes pathos. Hypertension artérielle, protéinurie, lien émotionnel de cette femme dans cette lignée. Oui, c'est tout le jeu avec la réflexologie périnatale, de comprendre les familles émotionnelles et de ce que ça peut venir nous dire en termes d'émotions refoulées. Dans, dans la tradition ayurvédique, mais dans d'autres traditions également, euh, dans la tradition ayurvédique, ils viennent bien préciser qu'en fait, les symptômes physiques, les émotions et ce qui va se passer durant la grossesse, c'est en réalité le bébé qui cherche à rentrer en contact avec sa maman, qui cherche à lui dire des choses. Et pour moi, il n'y a effectivement pas meilleur moment que la grossesse pour aller revisiter notre propre histoire, qui on est et ce qu'on a envie de donner à notre enfant. La femme enceinte, elle a envie de lui donner le meilleur. Et donc, pour le bien de son bébé, elle serait capable d'aller déplacer des montagnes. Et c'est à ce moment-là, dans la maternité, eh bien, que le bébé va venir taper au portillon pour dire, hey, allez maman, on est le meilleur combo possible pour aller travailler sur cette histoire-là, sur cette blessure-là, sur l'histoire familiale. Allez, viens, on va y aller à deux. Parce qu'à deux, on va être plus fort pour le comprendre et le mettre en lumière. Et en fait, pour moi, à travers ces symptômes physiques, c'est vraiment la grille des émotions refoulées que je vais aller voir pour mettre du sens et accompagner. Et à travers un toucher extrêmement léger qui va être dans de l'émotionnel, eh bien, il y aura en réalité une incidence sur le physique. Mais ce n'est pas le physique en premier lieu qu'on vient travailler, c'est vraiment l'émotionnel avec son incidence derrière. J'y mets toujours une très grande vigilance. Je ne vais pas travailler de la même manière sur une femme enceinte que sur une personne, je dirais lambda. Parce que le principe de la réflexologie, c'est justement d'aller stimuler les organes et les glandes, donc de soutenir pour rééquilibrer. Sauf que pour moi, la grossesse, c'est comme un passage à niveau. Une pathologie peut en cacher une autre, parce qu'elle n'est pas toute seule dans son corps. Il y a un fonctionnement qui s'adapte à l'état de grossesse. Et donc, moi, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin, je n'ai pas cette casquette-là. Donc, je vais vraiment aller regarder sur cette dimension psycho-émotionnelle
Et en fait, quand on vient mettre du sens sur l'émotionnel, les symptômes s'apaisent, voire disparaissent. La signification d'une toxémie gravidique, c'est souvent en lien avec une problématique immunitaire. Alors, je vais m'expliquer. Pour que le bébé puisse se greffer dans l'endomètre, il faut que l'organisme maternel abaisse ses défenses immunitaires. Quelquefois, il y a conflit. Donc la toxémie gravidique, hein, hypertension, albuminurie, etc., c'est la résultante de soit un défaut d'implantation placentaire, avec une sécrétion de toxines qui empoisonnent l'organisme maternel, soit c'est la même réponse, c'est que l'organisme maternel ne reconnaît pas ou n'abaisse pas assez son système immunitaire pour accueillir la grossesse. Ça pose la problématique de l'acceptation de la grossesse. Et moi, je dirais peut-être regarder un peu tout ce qui est envahissement de territoire. Qu'est-ce que je dois perdre pour que mon bébé puisse rester? Et c'est peut-être une problématique récurrente dans les lignées aussi à regarder. Attention, ce sont des pistes, hein, il faut les explorer et ce sont des hypothèses à valider, hein, Bien toujours. sûr. Qu'est-ce que je dois perdre pour que mon bébé puisse rester? Ouais, C'est très intéressant parce que quand je formulais tout à l'heure le manque de ce que je considère comme être vital, tu viens le regarder sous l'autre angle. totalement. Et parfois, avoir un bébé, ça va me coûter quoi? Hmm. Ce qui peut rendre les grossesses difficiles, voire impossibles. Mais souvent, ça a un rapport avec des mémoires antérieures. Hmm. Très intéressant. Alors pour Mélanie, oui, c'est très Oui, difficile d'avoir des bébés qui sont pas sages. Parce que quand tu regardes la pub, ils sont tous avec des grands yeux bleus, ils sont sages, ils sourient tout le temps, tout ça. Alors que le tien, c'est un vieux grinchon qui hurle tout le temps. Enfin, bon. Bah oui, mais ça, c'est de la pub. C'est de la pub. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué. C'est compliqué d'accompagner son bébé comme, comme on aimerait l'accompagner et puis de l'accueillir tel qu'il est, bien évidemment. Je compatis et je comprends à 100%. Le mien, j'aurais bien voulu le rendre de temps en temps, mais ils n'ont pas voulu le récupérer. ils n'ont pas voulu passer à l'amateur. Il n'y a pas de service après-vente à la maternité. Pauvre Martin. Franchement. Euh, on parle des bébés qui pleurent, de leurs troubles alimentaires qui peuvent être liés à toutes ces mémoires. Est-ce qu'un enfant qui a de grosses difficultés de sommeil, un besoin fusionnel de sa maman, être avec elle pour dormir, cet aspect mémoire générationnelle est-il intéressant d'aller explorer pour comprendre les troubles du sommeil? Évidemment, Entre autres. entre autres, il n'y a pas que ça, mais évidemment. Euh, déjà, moi, j'ai envie de rappeler que le sommeil du nourrisson, ces cycles de sommeil sont de 50 minutes contre 1 heure et demie chez nous, adultes. Donc, un enfant qui va se réveiller toutes les heures, est-ce qu'il se réveille vraiment ou est-ce que nous, on n'est pas en train d'entendre qu'il est entre deux cycles de sommeil et de créer potentiellement un besoin à un moment donné? Parce que si on dort, si on fait du cododo ou si on a le babyphone à proximité, forcément, on va entendre le bébé qui bouge et qui se réveille. Et donc, si on le prend tout de suite, si on le met au sein, on pourrait être en train de créer une habitude chez lui. Et tout ce qui va être routinier va être rassurant. Alors là, c'est une maman et sa fille de 3 ans. Ah. Alors, si on revient en arrière, on est en 2025, 3 ans. C'était en 2022, donc une grossesse en 2021. Si vous recontextualisez, c'était pas facile. Bébé Bah oui. Covid,
Mais oui, évidemment, un bébé Covid avec attention, nous sommes en guerre. C'est ce qu'on nous a martelé. Et ça génère quoi? Eh bien, ça vient rappeler les mémoires de guerre. Et en 39-45, eh bien, les enfants ne dormaient pas chacun dans leur chambre. Les parents ne dormaient pas tout seuls avec les enfants à l'autre bout de la maison. On dormait dans la même pièce pour se rassurer et se sécuriser. Et pour moi, il y a une partie des troubles du sommeil aujourd'hui chez l'enfant qui peut avoir ça comme racine parce que ça a un côté rassurant. Moi, je pense à une petite fille qui avait dit à sa maman, une petite de 4 ans, je crois, qui avait dit à sa maman, «Oh, j'ai hâte de me marier.» Bah, pourquoi, ma chérie, tu as hâte de te marier? Bah, parce que comme ça, moi, je pourrais dormir avec mon mari, je dormirai pas toute seule. Et comment nous, adultes, on vit de dormir seul dans notre lit? Eh bien, vous avez plein de femmes qui ont besoin d'avoir leur conjoint. Et si le conjoint est en déplacement, elles vont aller dormir avec les enfants. Il y a plein de choses à aller observer. Aussi dans le lien, Isabelle, tu me rejoins, dans le lien d'attachement, dans le besoin d'être réassuré. Et Moi, je puis la dirais nuit, aussi peut-être aller regarder la qualité de sa grossesse. oui, c'est ce que j'allais dire. La Ouais, nuit, c'est le vécu intra-utérin bah qui ouais. se réactive. Parce que on sait aussi que les mamans très stressées pendant leur grossesse ont sécrètent beaucoup de cortisol et ça vient perturber les structures cérébrales et notamment la modulation des émotions chez les enfants. Et ça va se traduire au moment d'épisodes de sommeil. Ça fait aussi ce que moi j'appelle les téteurs fous, là. Ceux qui sont tout le temps avec quelque chose dans leur bouche, tout petit, ils sont toujours au sein, ou ils sont accrochés, ou ils décollent pas de leur mère, et leur mère décolle pas du bébé. Donc il faut aussi peut-être aller voir qui était ce bébé mère, et comment elle a été maternée aussi, elle, dans son enfance. Qu'est-ce que ça réactive? Donc là, il y aurait plusieurs pistes à faire et les troubles du sommeil, c'est une source de. Il faut aller chercher un peu toutes les pistes. Oui, il y a plein de choses. Oui, il peut y avoir de la mémoire transgénérationnelle, il peut y avoir des mémoires de grossesse, il peut y avoir du stress au moment de la grossesse, il peut y avoir aussi des problèmes de dépression du postpartum aussi, où la qualité de l'attachement est un petit peu perturbée. Comment a été accompagnée cette maman? Il y a plein de questions à se poser. N'oublions pas que l'enfant vient exprimer quelque chose peut-être de la problématique de sa maman ou de son papa. Est-ce qu'elle était seule? Est-ce qu'elle était accompagnée? Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait aller chercher. Oui, et puis on pourrait aussi avoir tendance à aller regarder directement chez l'enfant, mais on pourrait également se poser la question, est-ce que ça n'arrange pas quelqu'un? Est-ce que la maman euh, pourrait, dans certains cas, ne pas trouver arrangeant qu'il y ait un enfant en plus dans le lit? Il y a plein de pistes à aller explorer. Céline, tu nous dis effectivement les bébés minutéro nous élèvent. On nous avait annoncé une possible mucoviscidose pour ma fille. Ma fille in me faisait comprendre intensément qu'elle allait bien et je l'ai écoutée car finalement elle n'avait rien alors que j'étais de nature anxieuse à l'époque. Ouais, c'est important et de les écouter et d'être bien accompagnés, de bien les accompagner, ces femmes enceintes. On parle beaucoup du postpartum aujourd'hui, de l'importance de bien l'accompagner. On va très précautionneux aller détecter ces dépressions du postpartum également. Euh, pour moi, c'est bien avant que ça se prépare. C'est dès le projet de grossesse qu'il faudrait aller prendre soin de soi et tout le long de la maternité. C'est pas uniquement dans le postpartum. C'est ce que tu exposais tout à l'heure, Isabelle, dans ces grossesses qui n'arrivent pas.
de l'importance d'aller regarder dans la lignée, dans les lignées familiales, eh bien, les projets qu'il peut y avoir. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur notre sujet? Je vous ai mis là notre prochain sujet abordé donc le 28 avril avec Isabelle sur l'oralité, les troubles alimentaires chez le nouveau-né et le nourrisson. Donc, vous avez le lien, vous pouvez cliquer. Vous avez également sur le site de l'AMI de formation une page agenda webinaire directement sur le site www.amideformation.com et vous avez tous les webinaires qui sont directement présentés avec la possibilité de cliquer pour vous inscrire directement. Le lien dans le chat, oui, je vais essayer de faire ça en même temps. Hop, de là. Je vais vous mettre directement le lien plutôt vers le site de l'AMI de formation et vous cliquez sur agenda webinaire. Avec plaisir, Elodie, merci Merci Elodie. à toi. Et je vais également, hop là, donc vous remettre les titres là des différentes formations qu'on a pu aborder. Rapidement, évidemment. Donc, notamment l'observation du nouveau-né. Alors, cette formation-là, je dirais, elle est multiple. Elle a deux casquettes. Elle a une casquette qui vous est présentée directement sur l'AMI, donc pour les accompagnantes périnatales, les accompagnantes parentales. Et il y a une autre version qui est proposée en structure hospitalière directement sur site pour former le personnel médical. Donc, notre prochaine session est prévue au mois de mai, les 26-27, en visio, en direct. Les mémoires émotionnelles de vie prénatale, le prochain démarrage aura lieu le 5 avril en e-learning. Le transgénérationnel périnatal avec Isa, on est sur 4 dates, mais voilà, à 3 semaines d'intervalle, les 14 mai, 4 juin, 1er et 2 juillet. Et les mémoires de naissance, le prochaine session du 23 au 25 juin. Et je vois que je vous ai même pas mis la réflexo bébé affective. Vous avez des sessions régulièrement. La prochaine est programmée du 15 au 17 avril. Après, on est sur juin, août, octobre et décembre. Mais vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site et surtout sur le catalogue en ligne. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous pour votre Je participation. voudrais juste rajouter que pour les questions qui ont été posées sur l'oralité, observer le nouveau-né, ça répond aux questions aussi. Oui, Parce que pas beaucoup plus loin, évidemment. ça va beaucoup plus loin sur l'observation. Voilà, c'était juste ça. Oui, oui. Et autant dans ce travail d'observation, dans le modelage intra-utérin dont je vous parlais au tout début de notre webinaire. Mais on vient aussi vous donner, au-delà de ces observations, moi je viens vous donner des petits outils, des petits outils techniques corporels. On va parler massage visage, réflexo bébé pour aller libérer dans les tissus et accompagner parce qu'on a vraiment des choses à faire. Merci à tous. Donc, Merci beaucoup. le replay sera sur la page YouTube. Léa, tu dis dans les troubles de l'oralité, vous aborderez les freins buccaux. Oui, c'était Oui, bien tout le sujet. Évidemment, on va aborder les freins restrictifs buccaux sur cette formation-là au mois de mai. Avec plaisir, Maude. Merci à merci tous. beaucoup. Avec plaisir, Pascaline. Merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, ouais, Mathilde, bah oui, c'est le problème. Après,
s'il y a plusieurs formations qui vous intéressent, pour des inscriptions simultanées, on vient aussi vous faire un tarif dégressif. Donc, n'hésitez pas, s'il y a plusieurs formations qui vous font de l'œil, vous voulez absolument là les faire dans les prochains mois, envoyez-nous un email en nous disant j'ai ça qui m'intéresse, quelles sont les modalités, comment on peut faire, comment on peut s'organiser financièrement. On vous fera un devis avec des conditions de paiement échelonné. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas aussi à le préciser quand il y a des choses qui vous intéressent. Et puis, si vous êtes déjà installé depuis plus d'un an, n'oubliez pas que vous avez un OPCO. Vous cotisez, si vous êtes en France en tout cas, hein, parce que celle en Belgique et en Suisse, désolée, ça ne fonctionne pas comme ça, Anne-Laure, pardon. Mais vous avez un OPCO, vous cotisez régulièrement, tous les mois, en vrai, hein, quelque part, hein, quand vous payez vos charges. Donc, vous avez droit tous les ans à une enveloppe de prise en charge, que ce soit auprès du FIFPL, l'AGFIS, le FAFCA, en fonction de là où vous cotisez. Pour le savoir, vous allez sur votre espace URSSAF et vous téléchargez votre attestation CFP. Et là, vous allez découvrir auprès de qui vous cotisez et vous pourrez les contacter directement. Donc, si c'est le FIFPL, eh bien, vous avez une enveloppe de 600 € l'année, ce qui est déjà pas mal, en tout cas en tant que réflexologue. Et selon l'OPCO, eh bien, vous pouvez avoir des paiements enfin, des enveloppes qui vont être plus importantes les unes que les autres. L'AMI de formation étant également donc certifié Calliope, vous pouvez prétendre, si vous avez un très bon contact avec votre conseiller et que vous êtes à France Travail, eh bien, vous pouvez potentiellement prétendre à une prise en charge. Mais là, il va falloir le travailler, argumenter plutôt pas mal votre projet, mais il n'empêche qu'il y a des dossiers qui passent. Donc, voilà, n'oubliez pas tous ces petits filons. Avec plaisir, Mathilde, avec plaisir, Véronique. Merci, merci à tous pour vos questions, vos participations, votre participation. Et puis on aura plaisir de vous voir peut-être en formation ou au moins au prochain webinaire sur cette petite introduction sur les troubles de l'oralité et l'alimentation chez le nouveau-né. Ben voilà, super, Véronique. Eh bien, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée. Bonne soirée, au Au revoir. revoir.